Salut à toi, Mortem Maga, pour critiquer le film Post-Mortem de Peter Burgundy. Je laisse ma fenêtre ouverte parce qu'il est 22h54, il fait 19 degrés. Donc j'en profite, désolé si vous entendez des voitures de temps en temps. Voilà. Donc Post-Mortem qui est un film hongrois. J'avais déjà critiqué un film hongrois en début d'année, Les Disparus de Valhalla, qui était le 96, qui est le 96e film que je déteste, que je préfère cette année. C'est-à-dire quand même sur 129, c'est-à-dire quand même qu'il est dans le flop 40, ce qui est pas extra. Il est 22h54, nous sommes le 20 juin 2022. Je préfère prévenir au cas où, parce que le top peut changer à tout moment. Parfois, j'inverse carrément des films. Par exemple, le film Colère divine, qui était à quelques positions de moi, est arrivé en 96e position. Voilà, j'ai vu qu'il y avait des films un peu pires quand même et que je pouvais le monter de quelques places. Donc, il était 97e. Mais bref, commençons tout de suite la critique. Commençons la critique maintenant. Il avait déjà aussi critiqué une série qui s'appelait Post-Mortem. C'est pas du tout la même chose. Alors on commence tout de suite avec le jeu d'acteurs. Victor Clem et Sina Ace, enfin plutôt pas mal. J'ai bien aimé le jeu de Victor Clem qui est très étrange. Et un jeu un peu, on dirait pas qu'il joue ce qu'il ferait lui de base, quoi. On dirait que c'est un peu décalé, j'aime bien. Pas décalé dans le sens humoristique, satire quoi. Mais sinon, Sina Ace, c'est la moins bonne de toutes les actrices du film quand même. Malgré qu'elle joue plutôt bien, parce qu'en fait, il y a des moments sérieux où elle sourit. Et tu ressens un petit sourire, qu'elle a envie de sourire parfois. Bah, il y a une scène où qu'elle est intimidée, qu'elle est gênée. Pas peut-être par les caméras, peut-être par la lumière. Parce qu'en gros, au bout d'un moment, moi, c'est une scène qui m'a pas mal marqué dans le film. Je crois qu'elle se passe vers le début, voire le milieu. Non, la deuxième partie du film, donc ouais, après le milieu. Vers le milieu, ouais. Mais donc, en gros, à ce moment, en gros, elle se met contre l'épaule de Thomas, donc de Victor Clem. Sauf qu'en fait, elle a un sourire alors qu'elle doit mettre l'émotion de la peur. Et on se demande ce qu'elle a, quoi, parce que la moitié elle sourit, la moitié elle a peur. Donc, et tu ressens que c'est pas de la nervosité, voilà, tu ressens juste que c'est une faute de jeu. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, elle doit avoir mon âge, même pas, ça se trouve. Au niveau des personnages, Thomas et comment elle s'appelle et Anna, ils ont une relation assez étrange. Je pense que c'est surtout une faute de scénario. Voilà, je pense que Peter Burgundy a pas pensé à comment ça pouvait être amené. Mais donc, ouais. Et moi, j'ai trouvé cette relation, franchement, moi, j'irais même, je peux pas expliquer pourquoi parce que sinon ça va spoiler. Donc, demandez-moi sur Instagram ou quoi si vous voulez savoir plus d'infos. Mais en gros, j'ai l'impression que la petite fille, Maria, non pas Maria, Anna, c'est la personnification de la vie et de la mort. Ouais, mais je sais pas pourquoi. En fait, pour moi, il y a toute une histoire là-dedans. C'est comme l'histoire un peu sur le fait. Alors, moi, j'ai deux théories et c'est une théorie sur totalement autre chose, mais qu'en gros, on va en parler. Non, on va en parler après. Les personnages, pour continuer sur les personnages, bah la relation est très bizarre, mais pour continuer sur les personnages, ils sont tous attachants, bien construits. Le traumatisme de Thomas, c'est subtil. Il est construit avec subtilité. Il est pas bourrin, on te l'emmène pas tout le temps. D'ailleurs, c'est prouvé par le métier de photographe post-mortem. Voilà, qui donc ramène à la mort, donc qui ramène à la vie, donc qui ramène à Anna, de mon avis. Malgré qu'il n'y a aucun rapport direct, hein, c'est vraiment une théorie là que je vous fais. Voilà, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucun sous-entendu, là c'est une théorie perso. Que je me suis dit ça, tiens. Et après, alors, ah oui, et par exemple, la photographie post-mortem, moi j'ai trouvé ça intéressant ce sujet, parce qu'en vérité, d'ailleurs, ça prouve que la mort rôdait partout à cette époque-là. Parce qu'en plus, les gens, en plus, il y a eu, vous savez quoi. Il y a eu un truc qui se passait dans les années 1910 qui a duré quelques années, qui a duré dans tout le monde, qui était assez dur. J'aime pas citer, moi. Voilà, mais bref, vous voyez ce que je veux dire, je pense. Et ben en gros, ça a fait du mal à beaucoup de monde. Ils ont perdu des gens. La grippe espagnole a fait perdre des gens. Donc je me dis que peut-être que bah pour le premier truc, pas pour la grippe espagnole, mais pour le premier truc, bah peut-être que les gens bah, ils se disent ouais, je vais prendre une dernière photo avec parce que eux, je les ai pas vus peut-être pendant des années. Bah moi, je veux passer du temps avec ma famille, même s'ils sont morts. C'est assez étrange, c'est vrai, mais voilà, c'est le constat du film. Et puis à l'époque, faut peut-être se dire que c'était plus logique. Après, au niveau du reste de l'histoire elle est captivante. Ça fait 4 jours que j'ai pas vu une histoire aussi captivante. La dernière c'était The Fist, que je vous conseille vraiment, critique dispo sur la chaîne. Mais je vous le conseille, c'est tout, c'est disponible sur Shadows. Le Festin, je crois que ça se traduit en français. Euh, voilà. Et après, qu'avons-nous? Le scénario, les dialogues sont tantôt simples, tantôt intelligents. Ce qui fait. Et en gros, il y a. Comment dire, il y a un léger décalage, en fait, entre le simple du film et l'intelligence. En fait, heureusement, le décalage n'est pas trop là, sinon ce serait horrible, ce serait insoutenable. Mais il y a
tu ressens surtout vers le début et un peu le milieu qu'il y a un certain décalage entre les dialogues simples et les dialogues un peu plus intellects. Tout ça s'affine avec le temps, c'est ça qui est pas mal, ça choisit son chemin, ou ça mélange un peu les deux parfois, mais c'est déjà moins bourrin, encore une fois. C'est déjà plus subtil. Au niveau de l'anxiété, du gore, des dead scènes et du mystère, et faut savoir que ça fait plus de 15 fois que je tourne la vidéo que vous voyez. Et là, c'est la première fois que je vois aussi loin dans la critique. Parfois j'ai du mal à tourner avec la chaleur, c'est très dur. Anxiété, gore, dead scène, mystère, l'ambiance glaucasse, si je peux me permettre l'ambiance glauque du film m'a... comment dire, ça m'a glacé, ça m'a laissé sur le banc de douche. Non, je rigole. Ça m'a pas laissé sur le banc de douche, mais en gros, comment expliquer? Ça m'a asphyxié, quoi. Le film, vraiment, il est asphyxiant. Voilà, c'est ce qui pourrait définir le film. Ça glace le sang. Franchement, c'est comme si les méandres de vos veines se transformaient en verre. Parce qu'il est incassable. Voilà. J'avais écrit cette phrase, je sais pas pourquoi. Et sinon, au niveau du sous-texte, alors, oh non, ça je vous en ai déjà parlé. Ah si, non, la fin sur la mort, ouais. Et d'ailleurs, à propos de la fin, j'en parle sans spoil, on va en reparler de la fin de toute façon. S'il y a un 2, c'est incroyable. Et moi, franchement, un 2, tu sais où ils vont dans un autre village. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ce serait incroyable. Moi, je veux un 2, mais en fait, j'ai trop peur que ça devienne Conjuring-ish. Vous voyez, Conjuring-esque, je crois on dit plutôt en français. Je crois que ish, c'est pour dire esque. Attendez, je vais vérifier. Définition français. Parce que ouais, ish, je crois que c'est pour dire esque. Ouais, un truc comme ça. Ah oui, donc c'est ça, quoi. Bah si, en vérité, ils mettent que ça va pas de traduction française, mais si, en vérité, quand on dit ish, pour moi, c'est Conjuring-esque, quoi. Conjuring-esque. Bref. Voilà. Et sinon, la photographie. Voilà donc. On arrive enfin à ce fameux sujet. La photographie est froide, presque frigorifiante. Hein. La teinte est très grisâtre, très glauque, glacée. En fait, j'ai l'impression même, tu sais, parfois je me disais, bah je suis dans ce village, quoi. Je me disais, bah franchement, je sentais à la limite, pas la froideur du temps là-bas, mais la froideur des habitants, ce petit village. Parce que ouais, il y en a beaucoup qui vont reprocher, il y a une voiture, que c'est classique, bah oui, un petit village, voilà, avec des habitants bizarres. Mais ça va, c'est pas classique. Franchement, la photographie est très belle aussi, hein. Ça fera, moi je pense qu'on peut en faire les éloges. Au fait, le film a une scène prévisible. Je peux vous la citer, ça spoil rien. Donc si vous voulez pas en entendre parler, vous avancez 30-40 secondes. Quoi. En gros, c'est la scène, vous savez, où Anna, elle est dans les escaliers. Il montait, en fait, elle est dans les escaliers, elle monte, il y a Thomas devant elle, et Thomas qui passe la porte des escaliers, la porte est ouverte, et en fait, bah oui, on a vu qu'il y avait un fantôme en bas des escaliers, et en gros, bah, la porte elle se claque. La porte elle se claque, et en gros, Anna elle est enfermée pendant quelques temps. Légèrement prévisible. Mais la scène qui suit, par contre, ça se rattrape très bien parce que la scène qui suit est super vibrante. En gros, la porte se ferme, mais sans en dire plus, bah Thomas, il lui arrive un truc à lui aussi. En fait, il y a une transition avec une des personnes du film qui est en post-mortem, qui a fait une photographie post-mortem. Puis il y a une transition avec sa femme qui est encore en vie. Ah, waouh. Bref. Au niveau des musiques, bande originale, pas très originale. Voilà. Franchement, si je devrais amener des défauts au film là. On va aussi parler des effets spéciaux parce qu'ils en fait aussi partie. 50% des effets spéciaux sont assez mauvais, 50% sont même très bons parfois. C'est assez dur de dire là-dessus, mais on va dire que c'est sur le manque de budget. Je change pas, pour moi le film est très bon. Ouais, je sais, il y a des films avec qui je suis beaucoup plus méchant sur ce coup-là, mais c'est que bon là le reste est tellement bon alors que des films tels que The Resort qui n'ont pas de budget, excusez-moi, mais ils font aucun effort non plus hein, dans le scénario. Excusez-moi. Et il faut aussi savoir bien utiliser son budget aussi. Peut-être que Post-Mortem, en vérité, il aurait dû mieux utiliser son budget. Je pense que ça est aussi ça. La fin, je spoil pas. Hein, pour parler de la fin. La fin, elle est plutôt incroyable. En fait, tout s'enchaîne dans la dernière demi-heure. Puis après, il y a les 20 dernières minutes qui sont assez intéressantes. Franchement, non, c'est pas mal du tout. Ça avance petit à petit, j'ai bien aimé. Après, bon, la toute fin assez simplette, mais c'est une fin ouverte. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'aimerais beaucoup un Post-Mortem 2, mais étant donné qu'il est sorti en 2020 et qu'il n'y a même pas eu une rumeur, même pas une phrase qui disait bah en 2, ça serait possible si les acteurs sont d'accord. Il n'y a même pas eu ce genre de phrase, donc c'est un peu chiant. Ma note sur 20. Moi je n'ai pas mon stylo. Il est même pas derrière vous. Moi je n'ai pas de stylo. Voilà, je n'ai pas de stylo.
Oh mince. Ah si, non, il était caché par plein de feuilles. Un stylo donc. Et ma note sur 20 sera de 16,15 sur 20. Non, elle est 16,65. Oui, je sais, j'augmente énormément. 16,65 sur 20 sera la note que je donnerai à Post-Mortem de Peter Burgundy. Un film incroyable, un film hongrois, un film que je vous conseille, un film qui est disponible en VOD et en DVD mercredi pour vous. Et voilà. Ou vous pouvez le voir autrement, mais je vais pas vous dire comment. Vous le savez déjà. Moi, les films que je vais voir prochainement dans mon emploi du temps, est-ce que j'ai prévu des petits films à voir? Peut-être que je devrais voir un Sinister, je vais essayer quand je verrai Black Phone. Justement parce que je vais essayer, hein, je pense pas le voir, mais bref, on sait jamais. Je vais possiblement voir Ari Aster, mon réalisateur préféré, alors c'est sûr à 2%, mais c'est parce qu'en gros, j'ai réservé des places pour aller le voir à Paris, aux Champs-Élysées, il va présenter un film mystère, sa masterclass. Et donc voilà, mais j'espère que je vais pouvoir y aller. Moi je suis dégoûtée parce que je devais voir Midsommar. Donc en fait, ça se passe en mardi et mes parents ils travaillent, donc si c'est le soir, ils peuvent pas. Ouais, donc c'est normal plutôt. Donc je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. Je vais le voir déjà, de loin. Il sera peut-être à, je sais pas, 400 mètres de moi, mais c'est pas grave. Moi, tant que je peux le voir de loin, voilà. Donc à part ça, sinon il y a Black Phone, Bruno, Red, Dahl, Confession d'un meurtrier, possiblement. La semaine prochaine, Mastoma, The Innocent, Arthur, Malédiction sont prévus. Je vous dis ce qui est prévu, hein, ça peut changer à tout moment. Du 4 au 10 juillet, j'ai prévu Secret noyé avec Emma McKay perdu, c'est un gros honneur ce film. Jerk et La rivière perdue. La semaine du 11 juillet 2022, je vois Malassania. Et le 20 juillet 2022, si tout va bien, je vois Asbestas avec Marina Foïs. Ouais, je pense que c'est bien, comme petit emploi du temps. Je voudrais vous dire ciao, je voudrais vous dire que c'était Mortem Méga, je voudrais vous dire que regardez Post-Mortem, et si tout va bien, je vois aussi ça en mode, j'avais oublié de vous le dire. C'est pas sûr, mais c'est possible.